Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, dans la continuité de la motion défendue par ma collègue Laurence Cohen, je souhaite dénoncer les insuffisances et les dangers de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Je ne reviendrai pas sur les nombreuses propositions que Laurence Cohen vous a faites sans dogmatisme, monsieur le ministre. Après 18 mois d'une crise sanitaire inédite qui n'est à ce jour arrivée à son terme, nous étions en droit d'attendre que le PLFSS 2022 prenne toute la mesure de cette crise et donne des moyens à notre sécurité sociale à la hauteur de ces enjeux. Or, force est de constater que c'est loin d'être le cas. Chaque année maintenant, vous faites le choix de faire peser sur le budget de la sécurité sociale des mesures qui devraient être financées par le budget de l'État. Ce fut la crise des gilets jaunes, puis celle du Covid. Cette année, ce sont les dépenses dues aux conséquences économiques entraînées par la crise sanitaire. Nous avions déjà dénoncé l'an dernier cette méthode qui aggrave le déficit de notre système de protection sociale. Malgré cela, la sécurité sociale a joué un rôle indispensable en dégageant des ressources considérables ayant permis de faire face aux urgences liées à la Covid, en particulier la vaccination et l'accès massif aux tests. Ce regard critique, nous l'avions porté en déposant toute une série d'amendements proposant des mesures urgentes et fortes. Mais cette année encore, la faux de l'article 40 est passée par là, rendant irrecevables certains de nos amendements. Nous discuterons donc à la marge d'un texte dont les principaux arbitrages ne bougeront pas. Vous ne changez pas de méthode dans le dialogue démocratique, vous ne changez pas non plus de méthode quant à la gestion des budgets, toujours restreindre plus. Au total, sur le quinquennat, c'est donc près de 18 milliards d'euros d'économies qui ont été imposés sur la santé à travers les différents plans d'économie. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. En limitant les recettes de la sécurité sociale, tout en lui faisant supporter le coût de la crise, vous creusez le déficit. Alors qu'en 2006, les cotisations sociales représentaient 50% du financement de la branche assurance maladie, elles sont aujourd'hui de 34%. Au total, les exonérations de cotisations sociales représentent une perte de 75 milliards d'euros de recettes pour notre sécurité sociale. Imaginez ce que nous pourrions faire avec cet argent. Depuis 2017, les économies infligées à l'assurance maladie représentent 18 milliards d'euros, dont 4,1 milliards d'euros à la seule charge des hôpitaux. Le bilan de cette politique conjuguée au virage ambulatoire est désastreux. 5 700 lits d'hospitalisation ont été fermés en 2020, en pleine crise sanitaire. Ces fermetures s'ajoutent aux 7 600 lits déjà fermés depuis 2017. De même, la France compte désormais moins de 3 000 hôpitaux et cliniques. Sous l'effet des réorganisations et des restructurations, 25 établissements ont fermé en 2020. Pourtant, c'est d'une vraie ambition qu'a besoin notre système de santé. Aujourd'hui, les soignants quittent leur poste, épuisés, humiliés, parfois maltraités. Vous vous êtes ingéniés à diviser toujours plus la communauté du soin entre les IADE, les IBOD, les IPA, les sages-femmes, les médecins, les aides-soignantes et tous les autres, sans même parler de ceux et de celles qui sont épuisés dans le secteur médico-social. Certains ont obtenu des revalorisations bien insuffisantes, d'autres pas, juste assez pour essayer de diviser les professionnels entre eux. Vous avez cassé l'hôpital public à grands coups d'économies et de plans de retour à l'équilibre. La crise du Covid n'a été que le révélateur d'une gestion comptable appliquée à la santé depuis bien longtemps. Ce qui est vrai dans le soin l'est aussi dans la prise en charge de l'autonomie. On allait voir ce qu'on allait voir. Une grande réforme du grand âge et de l'autonomie. Enfin, elle a fait pchit, disparu, envolé, enterré, tout juste recyclé dans 4 articles de ce texte qui n'est pas à la hauteur. J'ai organisé la semaine dernière dans le Pas-de-Calais une réunion autour de l'aide à domicile, justement pour préparer ce PLFSS. S'agissant de la revalorisation salariale du secteur médico-social, nous ne pouvons que saluer une mesure indispensable pour ces femmes qui vivent avec moins de 900 € par mois, dans des conditions difficiles, avec une pénibilité du travail qui brise les corps et les carrières. Mais vous vous êtes arrêté au milieu du gué.
Pourquoi l'État ne compense-t-il pas à l'euro près cette nouvelle dépense ? Comment voulez-vous que les départements assument cette dépense prochainement sans réduire le nombre d'heures d'APA, quand on sait également qu'un certain nombre de dépenses sociales liées aux départements ne leur sont pas compensées, comme le RSA ? Et surtout, pourquoi, avec l'avenant 43, diviser les structures d'aide à domicile, où certaines vont voir financer la revalorisation et d'autres pas, alors qu'elles exercent le même métier ? Qui va payer pour que ces secteurs puissent garder leurs salariés ? Il manque aujourd'hui 250 000 aides à domicile, toutes structures confondues. Avec vos mesures, vous aggravez la situation. S'agissant de la réforme du financement de l'aide à domicile et de la création d'un tarif plancher, je tiens à rappeler que cette proposition avait été faite avec un minimum de 25 € par mon prédécesseur Dominique Watrin et Jean-Marie Vanlerenberghe, qui avait publié un rapport en 2014 intitulé « L'aide à domicile auprès des publics fragiles, un système à bout de souffle à réformer d'urgence ». Dès 2014, la préconisation d'un renforcement durable de la participation de l'État dans le financement de l'aide personnalisée à l'autonomie et la réévaluation tarifaire du service rendu par les associations d'aide à domicile étaient évoquées. Les structures réunies la semaine dernière nous disent qu'il existe 17 diplômes ou intitulés de postes différents pour une même réalité. Les droits et avantages de tous ces salariés varient en fonction des conventions collectives, ce qui provoque une volatilité des compétences et des savoir-faire dommageable en premier lieu aux personnes accompagnées. Il y a donc urgence à constituer un véritable service public national de l'autonomie et du grand âge. Nous devons élever la qualité du service rendu à la personne âgée et permettre une réelle reconnaissance de la profession. Pour financer ces mesures, nous proposons, plutôt que de faire payer les salariés et les retraités comme le Gouvernement, de mettre à contribution les actionnaires. La cinquième branche proposée n'est pas la solution. Elle serait financée à 90 % par la CSG, reposant donc essentiellement sur les salariés et les retraités, tandis que les employeurs ne contribueront qu'à hauteur de 6 % au soutien à l'autonomie. Pour notre part, nous considérons que les dépenses de la perte d'autonomie doivent relever de la branche assurance maladie de la sécurité sociale. De même, soumettre les revenus financiers des entreprises à cotisations sociales modulées selon la politique salariale et environnementale permettrait de recruter aujourd'hui 100 000 personnels à l'hôpital et 100 000 personnels par an pendant 3 ans pour les Ehpad et le médico-social. La taxation des laboratoires pharmaceutiques et des Ehpad privés lucratifs permettrait également d'assurer la création d'un pôle public du médicament, des dispositifs médicaux et de la recherche. Afin de retrouver notre souveraineté sanitaire et de lutter contre les pénuries de médicaments, retrouver des capacités de production et de distribution des médicaments ou des vaccins est indispensable en 2021. Nous aurions apprécié de trouver dans ce texte de vraies propositions pour lutter contre la désertification, pour une meilleure prise en charge du handicap, pour une meilleure couverture de la médecine de ville, en soutenant les centres de santé, un dispositif qui a fait ses preuves. Nous aurions espéré des moyens et des idées pour favoriser l'installation de jeunes médecins, pour en former plus dans les facultés. Ce PLFSS est le dernier de votre gouvernement et pourtant rien ne change. Avec le PLFSS que vous nous proposez pour 2022, une fois de plus, vous remettez complètement en cause les principes de solidarité mis en place à l'époque par le ministre communiste Ambroise Croizat. Ce PLFSS est par conséquent extrêmement décevant. Il illustre votre renoncement aux soins pour toutes et tous en cassant notre solidarité nationale. Je vous remercie.